Et j'ai demandé à notre collègue, le professeur Cyril Douneau, donc, qui est professeur d'histoire du droit à l'université de Clermont-Ferrand, de nous faire l'honneur et la joie de conclure nos travaux. C'est vraiment la tâche difficile de celui qui doit travailler toute la journée, pas moyen de décrocher. Et vraiment, je lui suis très reconnaissante. Merci beaucoup, Cyril. Bien, merci beaucoup, Aude. Et merci, Olivia, d'avoir organisé ce colloque, cette journée. Journée extrêmement riche, extrêmement intéressante. J'imagine qu'elle sera aussi extrêmement fructueuse. Et je te remercie de me faire l'honneur, c'est la première fois qu'il m'est choix, de conclure les travaux d'une journée. Et évidemment, ce n'est pas la partie la plus aisée, comme tu l'as annoncé. Alors, j'essaierai de ne pas être trop brouillon, tout en essayant quand même de respecter un peu le temps. Non, ça ne sera pas très long. Je pense que je ne serai pas très long. Je pense qu'on peut résumer notre journée. C'est ce qui m'est venu de l'écoute de ces nombreux travaux. On peut résumer cette journée sur une opposition entre deux termes grecs, entre la phrénésis et la phronésis. La phrénésis, c'est-à-dire le délire, et la phronésis, c'est la prudence. Et j'utiliserai cette grille de lecture pour essayer de résumer, de synthétiser tout ce qu'on a vu d'abord qui était délirant du point de vue du constat de notre ordre juridique qui part en cacahuète, et ensuite des solutions que nous pouvons apporter, et très souvent la solution majeure qui est revenue, c'est celle de la prudence, ce qui ne doit pas nous étonner puisque nous sommes des jurisprudents et que nous insérons dans ce sillage de cet art du bon et du juste, et qui est éminemment une prudence. Alors d'abord le constat, celui de la phrénésis. Eh bien, ici je ne ferai que reprendre ce qui a été dit, mais qui a été dit de manière excellente et éminente. D'abord, le premier constat, c'est le constat du dévoiement, de la sortie de route, c'est-à-dire historiquement cette recherche de l'origine de nos mots, en tout cas de nos mots juridiques, et des ferments du désordre. Et c'était évidemment les propos du professeur Bastide sur cette histoire d'une décadence, en montrant comment la vision classique du droit a été abandonnée, a été pervertie, d'abord par les philosophes, par le nominalisme, et ensuite par cette volonté de puissance, par ce volontarisme qui a remplacé tout simplement l'idée de mesure et l'idée de juste attribution à chacun de ce qui lui revient, et de voir comment cette modernité juridique en fait contenait en elle-même les germes de sa propre mort, et qu'ici, que ça soit Grotius, que ça soit Suarez dont on n'a pas parlé, que ça soit Bentham, tous ces auteurs vont nous amener progressivement à perdre de vue le sens originel du droit et donc de la justice. Ensuite, c'est le constat de la confusion des modernes qu'a apporté Guillaume Bergerot. Confusion entre les mots, confusion du juste, du légal, du légitime, confusion qui mène à des sophismes. Et nous aurons l'occasion de reparler de la question du sens véritable des mots. Ensuite, le troisième constat qui a été fait, c'est le constat finalement de la destruction de la société, c'est-à-dire de la déstructuration des cadres dans lesquels nous vivons. C'est Guillaume Bernard qui nous l'a apporté, qui nous l'a montré, qui nous a démontré comment cette désinstitution avait des conséquences sur le collectif et comment la société devenait ce que Marcel Decourt appelait une dissociété, c'est-à-dire une absence de société. Et comment ce droit qui est censé régir le bien vivre et nous aider à vivre en société, en fait, oppose de plus en plus et crée par son subjectivisme, crée des séparatismes, puisque le mot est à la mode. Ensuite, le dernier constat, c'est le constat finalement le plus proche du droit positif, c'est le constat de ce qu'aujourd'hui l'ordre juridique, malheureusement, permet ou défait ou détruit. C'est ici les deux communications d'Adeline Le Gouvello et de M. Permangin
sur toutes les fraudes, sur toutes les destructions, sur toutes les falsifications auxquelles nous assistons, les filiations mensongères, les détournements d'institutions, l'abandon des catégories juridiques ou des standards, la non-implication de la loi, et ceci évidemment rapporté à l'enfance, nous montre bien que l'enfant, la partie faible, est la partie pauvre, et est abandonnée et laissée aux puissants du moment. Alors face à ces constats, à ces nombreux constats, parfois dramatiques, ou en tout cas qui ne sont pas réjouissants, eh bien nous avons opposé la prudence, la phronésis. Et pour provoquer un petit peu, quand Aude m'avait demandé de faire les conclusions et d'essayer de trouver des remèdes, je me suis dit, bon, je vais aller lire Lénine et son Que faire, publié en 1901, qui était la suite qu'il donnait à son article Par où commencer, qui pouvait sembler donc une méthode utile pour finalement reprendre, sinon le pouvoir, du moins le sens des mots. Mais en fait, ce livre n'apporte aucune réponse. C'est juste un pensum idéologique qui présente la doctrine marxiste-léniniste, qui n'a en fait aucun intérêt même tactique. Voilà. Et d'ailleurs, souvent, nous surestimons l'ennemi. Nous le croyons fort, rusé, intelligent. Et en fait, c'est nous qui sommes faibles ou qui sommes trop lâches. Voilà. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que bien souvent, ils prennent le pouvoir. Alors plutôt que de faire de la pédagogie bolchevique, je ferai plutôt de la pédagogie divine. Et comme nous sommes encore dans le temps de Noël, et que bientôt nous allons fêter la Chandeleur, je vais prendre la devise des dominicains et je vais l'étaler sur le temps de Noël. Alors la devise des dominicains, c'est contempler et donner aux autres ce qu'on a contemplé. Et je pense que nous pouvons faire nôtre cette devise et l'appliquer au temps de Noël. D'abord, le premier temps, c'est la nativité. C'est le temps de la contemplation. Contemplation, c'est-à-dire que eh bien, nous allons recevoir cette doctrine juridique qui vient des anciens. Nous allons nous réapproprier cette doctrine qui vient des Grecs, qui vient des Romains et qui vient des médiévaux. Nous allons relire Aristote, saint Thomas d'Aquin et les canonistes. Nous allons faire nôtre ce trésor qui nous vient du passé et comme cela nous a été dit à l'instant, c'est un trésor qui est toujours utile et toujours profitable. Ensuite, le deuxième temps, c'est le temps de l'épiphanie. C'est-à-dire, on va se montrer, et on va se montrer au dehors. Et ici, ça commencera par les non-juristes ou les apprentis juristes, et notamment par nos étudiants. Il s'agira tout simplement de rappeler cette évidence qui est assez partagée communément par la société, que le droit et le juste sont intimement liés. Et ici, ce n'est pas simplement une conviction, c'est une réalité profonde. Et quand aux étudiants de première année, on leur demande ce qu'ils estiment être le droit, bien souvent, ils nous parlent de justice. Et d'ailleurs, le droit est renvoyé chez nous au ministère de la Justice. Et il y a finalement cette idée qui est tellement vraie et tellement ancrée dans notre système de pensée qu'on a du mal à s'en défaire. Et donc même malgré le travail acharné, destructeur des positivistes et des déconstructeurs, il reste cette idée que nous pouvons, sur laquelle nous fonctionnons, c'est-à-dire de rappeler que le droit et le juste sont synonymes et qu'ils entretiennent des rapports très, très intimes. Cette éducation, c'est aussi pour les autres, cette épiphanie, c'est montrer le sens des mots. Ça a été dit de manière appuyée. La perversion du sens véritable des mots est le premier des soucis du juriste. Et appeler famille ce qui n'en est pas, appeler mariage ce qui n'en est pas, et nous pourrions continuer la litanie, c'est véritablement quelque chose de destructeur. Et pour reconstruire, nous allons réattribuer aux mots leur sens. Comment le faire? Eh bien, bon, d'abord, nous l'avons dit, hein, c'est par la lecture des grands livres, hein, en reprenant la phrase de Strauss.
en faisant attention aux termes qui sont employés, et notamment j'ai souligné ici qu'à plusieurs reprises nous avons défini la justice selon les termes romains, c'est-à-dire le ius suum cuique tribuere. Et ici, on peut rapporter que saint Thomas apporte une légère modification, puisque ce n'est plus le tribuere, mais sous sa plume, c'est redere. C'est-à-dire qu'il s'agit de rendre la justice, et ça devient une dette. La dette du souverain, et ce qui fonde d'ailleurs la mission du roi, notamment dans un régime de chrétienté, c'est cette dette de justice qu'il doit aux autres et qu'il promet lors de son avènement. Donc il nous faut reprendre les termes usités aujourd'hui et les restituer dans leur sens pour éviter qu'ils transportent des idées fausses. Nous avons eu avec la communication du professeur Rothbert plusieurs exemples, et notamment le dernier sur la désobéissance civile face à la résistance civile. Et ici, on pourrait donner un autre exemple qui est très intéressant, qui est chez saint Thomas également, au sujet de la sédition. Il nous dit la sédition, c'est un péché contre la justice, et donc il l'étudie en tant que tel, mais il ajoute ensuite que le tyran est le séditieux, et que donc se révolter contre le tyran, ce n'est pas une sédition, puisque c'est lui, le tyran, qui occasionne la sédition. Et donc de la même manière, ici, par rapport à la désobéissance civile, effectivement, nous n'allons pas désobéir, au contraire, nous allons obéir. Et en renversant une loi mauvaise et en renversant un tyran, nous obéissons, c'est-à-dire nous obéissons à l'ordre le plus fondamental, c'est-à-dire l'ordre de la justice. Ensuite, après cette épiphanie, eh bien, c'est la présentation de Jésus au temple. Et ici, c'est la chose peut-être la plus difficile, c'est le passage à l'action. Donc après la contemplation et l'éducation, le passage à l'action où, au lieu de montrer le Messie aux Juifs, nous allons devoir montrer le vrai sens du droit aux juristes, à ceux qui nous entourent, à nos collègues, aux magistrats, aux avocats adverses, etc. Et telle la synagogue, Justitia a les yeux bandés et elle ne veut pas voir la vérité. Ou en tout cas, elle se refuse à considérer véritablement que le droit est l'art du juste et de l'équitable. Et nous pouvons nous interroger sur finalement la facilité qu'il y aurait à délaisser l'action et à perdre de vue la rigueur intellectuelle que nous devons mettre dans l'usage des bons mots. Plusieurs fois, cette idée est ressortie, et notamment autour de la communication de Grégoire Belmont sur le contenu de la justice. Un des reproches, en tout cas celui que j'ai entendu le plus souvent, fait contre le juste naturalisme et l'idée de justice, c'est que le juste ne fournit pas finalement un contenu immédiatement exploitable et mobilisable. C'est-à-dire qu'il faut un effort, il faut l'effort d'être prudent, il faut l'effort d'essayer de trouver le juste milieu à chaque fois. Alors oui, effectivement, c'est plus risqué et moins sûr que si on avait un code qui nous déterminait exactement tout ce qu'il faut faire en chaque circonstance. Mais enfin, c'est une position très timorée que de vouloir se faire dicter ces solutions à chaque instant et à chaque cas qui se présente aux juristes. Alors, on pourrait dire que c'est une ambition de feuille morte que de finalement ne pas vouloir utiliser sa propre prudence, sa propre sagesse, sa propre vertu pour arriver au juste. Et donc, finalement, cette critique que l'on fait souvent, qui nous est souvent faite, de proposer un juste qui n'est pas suffisamment conceptuellement rempli, c'est une solution de facilité que nous devons évacuer et écarter. Alors, toujours dans l'action, la dernière question qui s'est posée, c'est celle finalement de l'usage, même stratégique, du positivisme, et l'usage stratégique que l'on peut faire soit des règles du droit positif, soit que ce soit du droit interne ou droit international,
soit, comme nous l'avons vu ce matin, des textes de soft law avec les guides de bonne conduite, etc. Et ici, là encore, nous ne pouvons pas apporter une réponse définitive et une réponse valable urbi et orbi, puisque ça nous ramène tout simplement à la prudence et à ce que chacun peut faire en visant le juste. Et je renvoie ici à la communication du professeur Hottebert sur ces questions. Alors voilà ce que je pouvais essayer de dire sur cette articulation entre le délire et la prudence, et finalement ramener notre science, notre art, à ce qu'il était empiriquement chez les Romains et même chez les Grecs, et ce qu'il a été techniquement chez les médiévaux, c'est-à-dire la prudence du droit, la prudence du juste, qui est une des formes les plus élevées, finalement, de préparer l'avenir et de préparer le bien vivre, et non pas de se contenter de se vivre ensemble, et de moins en moins ensemble, et de moins en moins tourné vers la vie. Voilà, je vous remercie pour tous ces travaux.